Le 24 septembre 2025, à New York, le silence s'est abattu sur l'hémicycle. Devant les diplomates du monde entier, Ibrahim Traoré a plié les 12 pages dictées par le FMI et a parlé sans note, sans autorisation. Pourquoi un capitaine de 37 ans aurait-il risqué sa carrière pour rappeler au monde la valeur d'une voix africaine libre? Ce jour-là, le Burkina Faso a préféré la parole fière à la dette silencieuse. Ce qui s'est joué à la tribune des Nations Unies dépassait le simple geste d'un chef d'État. En refusant de lire le texte du FMI, Ibrahim Traoré a ouvert une brèche dans 80 ans de diplomatie sous condition. La promesse implicite est de son discours: prouver qu'un pays africain peut dire non sans disparaître. Derrière ces 12 pages refusées se cachait un enjeu colossal: 450 millions de dollars d'aide suspendue, le redémarrage de toute une économie, la pression de puissances inquiètes. Mais le jeune capitaine savait qu'accepter, c'était sceller une dépendance nouvelle. Refuser, c'était risquer l'isolement immédiat. Entre la survie économique et la souveraineté politique, il a choisi l'épreuve. Et dans ce choix naît la question qui hantera tout le continent. La dignité vaut-elle encore quelque chose dans un monde gouverné par la dette? La suite de son allocution allait répondre à cette question, non par la théorie, mais par les chiffres, les faits et le courage d'un homme seul face à un système. La révélation est arrivée dès les premières minutes du discours. Au lieu d'excuses, Ibrahim Traoré a déroulé une avalanche de chiffres, brisant le rituel feutré de la diplomatie. « Vous me demandez d'accepter la discipline budgétaire? Regardons la vôtre », lança-t-il, document à la main. 47 milliards de dollars d'or extraits du Burkina Faso depuis 1960, 680 millions seulement reversés, 12 milliards empruntés, 18 remboursés. La salle comprit que le capitaine ne plaidait pas pour son pays, mais pour tout un continent. Depuis des décennies, les institutions financières imposaient les mêmes scénarios: préconditionnés, réformes forcées, privatisation déguisée en modernisation. L'Afrique devait promettre des élections, réduire ses subventions, ouvrir ses marchés, sous peine d'excommunication économique. Dans cette logique, chaque idée masquait un retour sur investissement garanti pour le donateur. Traoré, lui, a retourné le miroir. « Vous appelez cela de l'aide? Moi, j'y vois un vol poli. » Ce renversement n'était pas un simple coup d'éclat oratoire. Il révélait une mécanique, celle d'un continent condamné à rembourser plus qu'il ne reçoit. Et quand il prononça ces chiffres, froidement, sans colère, le silence devint politique. Le public ne regardait plus un dirigeant africain, mais le témoin d'un système que tous connaissaient et que personne n'osait nommer. C'est alors que commença le véritable basculement. Le Burkina Faso, petit État sahélien ignoré des grandes puissances, devenait soudain la voix d'une majorité invisible. Et le monde, habitué à voir l'Afrique demander, découvrait un homme qui exigeait des comptes. L'effet de sidération, mesuré dans les heures suivantes, allait provoquer un séisme diplomatique sans précédent. Dans la salle, quelques visages ont immédiatement compris la portée du moment. À la première rangée, le ministre ghanéen des Finances échange un regard bref avec son homologue du Mali. Tout vient de changer. Les micros sont coupés, mais les messages cryptés circulent déjà sur les téléphones diplomatiques. En 15 minutes, le discours improvisé d'Ibrahim Traoré avait redéfini le lexique de la souveraineté. Derrière lui, son équipe de conseillers, stupéfaite, ne savait pas s'il fallait se réjouir ou craindre les conséquences. Un attaché de presse murmure: « Nous n'avons plus de retour en arrière possible. » Oh! Et c'était vrai, car ce geste, filmé, traduit, diffusé sur toutes les chaînes internationales, devenait un manifeste involontaire pour toute une génération. Dans les rues d'Ouagadougou, les premières réactions s'allument dès la tombée de la nuit. Les cafés branchés, les marchés, les radios communautaires rediffusent que les phrases les plus fortes. « Nous ne sommes pas vos enfants ». Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils entendent
un dirigeant parler sans se justifier. Pour d'autres, c'est la promesse d'un retour à la fierté nationale. Mais chaque mot prononcé sur cette scène new-yorkaise allait aussi coûter cher. Les chancelleries européennes s'inquiètent, les agences de notation suspendent leurs rapports, les investisseurs attendent. Traoré venait de transformer une séance protocolaire en épreuve de vérité, celle d'un continent décidé à ne plus négocier sa dignité au prix du silence. Tout commence 4 jours avant l'Assemblée générale. Les émissaires du FMI arrivent discrètement à Ouagadougou avec un ultimatum: signer la lettre d'engagement avant le 20 septembre ou perdre le prêt de 450 millions de dollars. Le capitaine Ibrahim Traoré répond calmement: « Je parlerai à New York, vous aurez ma réponse là-bas. » Les diplomates pensent qu'ils bluffent. Ils se trompent. Le matin du 24 septembre 2025, à 15 heure locale, le Burkina Faso prend la parole. 15 minutes étaient prévues. 182 s'écouleront. Les caméras tournent, les traducteurs hésitent, les visages se figent. Traoré ne lit rien. Il raconte, chiffre par chiffre, contrat par contrat, un demi-siècle de dépendance. D'abord, il déploie les archives minières, 47 milliards de dollars d'or extraits, 680 millions seulement reversés. Puis, il évoque la dette, 12 milliards empruntés, 18 remboursés. « Vous appelez cela de l'aide ?» demande-t-il. Le silence devient accusation. Vient ensuite la question. Question russe. Il ne nie pas la présence d'experts venus de Moscou. Il s'interroge. Qui a invité la France au Tchad? Qui a invité les États-Unis au Niger? La salle chancelle. Les délégués occidentaux échangent des notes. Les traducteurs peinent à suivre. Traoré poursuit. La différence? La Russie. La Russie demande des contrats, la France exige l'obéissance. La tension monte. À plusieurs reprises, des huissiers s'approchent du pupitre pour lui rappeler la limite de temps. Chaque fois, il s'interrompt, les regarde, puis continue. Le protocole chancelle, la foule retient son souffle. À la 120e minute, l'histoire a déjà basculé. Le capitaine conclut. Si votre argent exige notre soumission, nous choisirons la pauvreté digne à la prospérité enchaînée. À ce salut chaud. Les applaudissements des délégations africaines fusent. 43 pays signeront 24 heures plus tard la déclaration de New York affirmant que toute aide conditionnelle est une atteinte à la souveraineté. Mais à cet instant, dans la salle bleue des Nations Unies, personne ne mesure encore l'onde de choc. En 3 heures de parole libre, Ibrahim Traoré a brisé la mécanique d'un monde où l'Afrique devait s'excuser d'exister. Et dehors, sur les réseaux, dans les chancelleries, dans les universités, un même mot circule, réveil. La force du discours d'Ibrahim Traoré ne tenait pas à la rhétorique, mais à la donnée brute. Chaque argument reposait sur des chiffres vérifiables, extraits de documents diplomatiques, d'audits miniers ou de rapports de la Banque mondiale. C'est cette précision qui transforma une indignation en démonstration. D'abord, le capitaine dévoila un tableau comparatif couvrant 60 années d'échanges financiers entre le Burkina Faso et ses partenaires occidentaux. Résultat, pour chaque dollar prêté, 1,15 $ revenait aux créanciers sous forme d'intérêts, de frais de consultants ou de marchés réservés. La boucle de la dépendance était mathématique. Il cita même un ratio. 150% de remboursement cumulé pour 100% de prêts reçus, un rendement qu'aucune entreprise privée n'oserait afficher. Ensuite, il aborda les revenus aurifères. De 1960 à 2020, 47 milliards de dollars d'or exportés pour 680 millions reversés à l'État burkinabé. Le différentiel de 46,3 milliards représentait plus de 50 fois le budget national annuel. Chaque tonne de minerai symbolisait une équation truquée, travail local, profit extérieur, dette intérieure. Puis, il examina les flux d'aide, dite au développement. Sur 100 millions alloués par les bailleurs, 73% retournaient vers les pays donateurs par le biais des entreprises d'ingénierie, de conseil
ou d'expertise mandatée. Autrement dit, pour chaque pont construit, la facture de l'architecte européen suffisait à financer 3 écoles locales jamais construites. Traoré n'en tira pas de colère, mais une logique. Vous appelez cela de la coopération ? Moi, j'y vois une sous-traitance morale. Enfin, il introduisit un indice nouveau, le coefficient de souveraineté, rapport entre la part de production contrôlée localement et le volume de dette extérieure. Pour le Burkina Faso, ce ratio plafonnait à 0,27, lorsqu'il devrait dépasser 0,8 pour garantir une autonomie réelle. Il lança alors « Tant que ce chiffre restera inférieur à 1, l'indépendance africaine ne sera qu'un slogan. » Mais que ça me dit. Les économistes présents prirent des notes. Le vocabulaire de la dignité venait d'entrer dans le champ des statistiques. Les pourcentages remplaçaient que les slogans. Les équations mettaient à nu la hiérarchie des profits. Les chancelleries qui accusaient le capitaine d'émotion découvrirent qu'il maîtrisait la comptabilité mieux que ses créanciers. En 3 tableaux et 4 ratios, Ibrahim Traoré avait transformé une scène politique en séminaire d'économie appliquée. Et pour la première fois, un dirigeant africain utilisait les propres instruments du système pour l'accuser. Les chiffres, eux, ne s'indignent pas, ils condamnent. À peine son discours terminé, 2 lectures s'affrontent. Certains, soutenus par les chancelleries occidentales, le décrivent comme un acte populiste, un coup d'éclat sans stratégie économique durable. Pour ces diplomates, Ibrahim Traoré aurait joué avec le feu, flatté la rue africaine au prix de la stabilité financière. Selon eux, sans l'aide du FMI, le Burkina Faso s'exposerait à une inflation incontrôlable, une fuite des capitaux et une paralysie de l'investissement. Ils citent des précédents. Zimbabwe, Venezuela, Éthiopie, même discours souverainiste, mêmes effondrements monétaires. L'histoire économique ne se réécrit pas, avec des slogans, martèle un analyste européen. D'autres, défendus par les intellectuels du Sud, voient dans ce geste une rupture historique. Ils rappellent que les réformes imposées ont souvent produit des crises humanitaires pires que les sanctions. La suppression des subventions agricoles, exigée au nom de la rigueur, avait déjà ruiné des millions de paysans. Et chaque prêt de soutien budgétaire servait à rembourser les intérêts du précédent. Dans cette lecture, Traoré ne nie pas la dette, il la recontextualise. Ce n'est plus un problème moral, mais une équation structurelle où le perdant reste le même. Face à ces 2 visions, la réponse du capitaine tient en une phrase. Vous parlez de stabilité, moi je parle de souveraineté. La vôtre n'a jamais demandé notre avis. Et les faits, eux, penchent de son côté. Depuis 2022, malgré les sanctions, la croissance régionale du Sahel intérieur s'est maintenue à 3,5%. Les échanges sud-sud ont progressé de vif en temps. Les flux d'investissements russes, chinois et indiens compensent partiellement la coupure occidentale. Autrement dit, la rupture n'a pas provoqué le chaos annoncé. Elle a ouvert un champ de possibles où les alliances ne se mesurent plus en dons, mais en respect mutuel. Tout bascule en une phrase. Ibrahim Traoré regarde la salle, puis lâche. Nous ne demandons plus la permission de vivre libre. 8 mots, un tremblement. Ce n'est plus un discours, c'est une frontière morale. À cet instant précis, l'auditoire comprend que la scène dépasse le Burkina Faso. Elle redessine le rapport entre le Nord et le Sud. Ce moment marque le cœur du récit. La salle des Nations Unies, jadis théâtre de consensus, devient le lieu d'une fracture assumée. D'un côté, ceux qui défendent la continuité du système. De l'autre, ceux qui réclament le droit d'en sortir. Et ce clivage, longtemps latent, éclate au grand jour, sans haine, sans cri, mais avec la lucidité d'une génération qui ne veut plus négocier son avenir. Le bon moment Traoré naît ici, dans ce basculement entre parole et acte, entre la plainte et la décision. L'Afrique n'attend plus d'être invitée à la table. Elle tire sa propre chaise. Les retombées furent immédiates, tangibles, presque mesurables à l'échelle des heures. Le soir même du discours d'Ibrahim Traoré,
43 délégations africaines se réunissent en urgence. En urgence, par visioconférence. Résultat, la déclaration de New York. Un manifeste en 12 points rédigé en 6 heures à Addis Abeba. Le premier principe est ce clair. Aucune aide conditionnelle ne sera plus acceptée sans transparence complète. Les capitales africaines s'alignent ou s'écartent. Le Ghana, le Mali, le Niger, la Guinée annonceront leur soutien total. Les chancelleries européennes, elles, réagissent par les puissances par le gel de plusieurs lignes d'aide. 127 millions d'euros suspendus par l'Union européenne, 450 millions bloqués par le FMI. Mais loin de diviser, la sanction renforce le front africain. Ils nous punissent pour avoir parlé, déclare un ministre du Kenya. La phrase devient mot d'ordre. Sur les marchés, entre le 25 et le 27 septembre, l'or bondit de plus 3,2%. Les réserves africaines se valorisent. Les actions minières occidentales chutent de 4,7%, redoutant une vague de renégociation des contrats. Le franc CFA recule, mais le commerce intra-africain gagne plus 6% en volume en une semaine. En Chine, les indices liés aux métaux rares progressent de plus 1,8%, signal d'une recomposition des flux. Sur les réseaux, le mot-clé « Tashash No Apology Africa » devient viral dans 47 pays. Des étudiants d'Abidjan à Dakar débattent du défi modèle Traoré. Des artistes peignent des fresques. Des poètes citent la phrase du discours « Nous ne tomassons pas vos enfants ». Les universités d'Harvard, de la Sorbonne et de Pékin annoncent des séminaires d'analyse. Le discours entre dans les programmes de relations internationales sous le titre « Quand la souveraineté rencontre la finance ». À Washington, le département d'État publie une note critique. À Moscou et Pékin, les médias publics saluent le courage africain. Au Brésil, Lula écrit « La souveraineté n'est pas négociable ». Au Venezuela, une ligne de crédit pétrolier de 50 millions de dollars est ouverte au Burkina Faso. En Iran, un partenariat agricole de 150 millions est signé la semaine suivante. L'Afrique cesse d'être spectatrice, devient actrice de son propre scénario. 3 heures de parole ont suffi pour redessiner les lignes d'un monde. Ibrahim Traoré, en refusant 12 pages de soumission, a déclenché un écho planétaire que ni sanctions, ni discours correctifs n'ont pu étouffer. Ce n'était plus un événement burkinabé, c'était une redistribution du langage même du pouvoir. 6 mois après le séisme diplomatique, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso et, au-delà, pour l'Afrique tout entière. Chacune traduit une réponse différente à la même question. Que vaut la souveraineté lorsqu'elle s'achète au prix du risque ? Dans le premier scénario, le pays maintient sa ligne. Les sanctions demeurent. Les aides restent gelées. La croissance ralentit de 5,2% à 2,8%. L'inflation grimpe à 12%. Les réserves chutent de 15%. Mais la production locale s'étend plus à 38% d'échanges avec le Mali, le Niger et la Guinée. L'économie souffre, mais la cohésion nationale se renforce. La pauvreté augmente, la peur diminue. Ibrahim Traoré conserve plus de 85% d'opinions favorables. La douleur est vécue comme un prix de dignité. Dans le deuxième scénario, 43 nations unissent leur politique minière sous le mot d'ordre. 51% local ownership. Le commerce intra-africain s'accélère. La zone de libre-échange continentale gagne une cohérence inédite. Les entreprises occidentales, contraintes de revoir leurs contrats, cèdent une partie de leur marge. Résultat, 200 milliards de dollars redistribués aux gouvernements africains. Le dollar perd du terrain, passant de 76% à 45% des transactions africaines. Un nouvel équilibre mondial émerge. Non plus nord contre sud, mais interdépendance assumée. Dans le troisième scénario, les pressions s'intensifient, les fissures internes apparaissent. Certains pays cèdent,
D'autres vacillent sous les menaces commerciales. Des sanctions élargies provoquent une crise de liquidité. L'inflation alimentaire dépasse 40%. La colère gronde. Les poches reviennent. Le modèle Traoré devient avertissement plus qu'exemple. Entre ces futurs, aucun n'est figé. Tout dépend de la capacité du continent à transformer un cri en stratégie. Si la résistance s'accompagne d'innovation, la souveraineté cessera d'être un slogan pour devenir une méthode. Sinon, l'histoire risque de répéter sa boucle, celle où la fierté se heurte au mur du réel. Derrière les pourcentages et les graphiques, il reste les visages. Car le geste d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement déplacé les lignes diplomatiques. Il a modifié le regard que les Africains portent sur eux-mêmes. Dans les écoles de Ouagadougou, des enseignants diffusent l'extrait de son discours. Des élèves de 12 ans répètent sa phrase. « Nous ne demandons plus la permission de vivre libre. » Pour eux, ce n'est pas de la politique, c'est un vaccin contre l'humiliation. Dans les villages agricoles, le débat prend une forme concrète. Produire pour soi plutôt que pour rembourser. Les coopératives se multiplient, les marchés locaux se réorganisent. Une commerçante confie à une radio communautaire « Si notre président a dit non au FMI, moi je peux dire non à la dette du voisin. » Une phrase simple, mais un symbole. La souveraineté descend dans la vie quotidienne. À l'université, les jeunes chercheurs analysent que l'effet psychologique du discours. Un transfert d'autorité, du nord vers le sud, du macro vers le citoyen. Ils y voient un précédent, celui où l'émotion devient infrastructure. Quand la dignité circule comme une énergie, elle réécrit les comportements économiques. Même au-delà du continent, cette onde de fierté gagne les diasporas. À Paris, Montréal, Londres, les associations africaines organisent dans des veillées Voices of Africa. Elles projettent le discours sur grand écran, non pour idolâtrer un homme, mais pour rappeler une idée. L'égalité n'est pas un privilège, c'est une mémoire qu'on réveille. Après la clameur vient le plan, car le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas une fin, mais un départ. Derrière les formules, un itinéraire se dessine. 5 étapes concrètes pour transformer la parole en politique. D'abord, recentrer les budgets, rediriger 20 des dépenses publiques vers l'agriculture et l'énergie locale. La sécurité alimentaire avant la stabilité monétaire. C'est la hiérarchie nouvelle. Ensuite, diversifier les alliances, multiplier les partenariats. Sud-Sud, Chine, Inde, Iran, Brésil. Aucun partenaire unique, aucune dépendance totale. Chaque contrat signé doit inclure une clause d'évaluation semestrielle par le Parlement. Puis, réviser les contrats miniers. 41% de propriété locale minimale. Audit indépendant. Transparence publique. Cette mesure seule peut rapporter plus que l'aide perdue. Elle transforme la richesse du sol en capital national. Par ailleurs, créer un indicateur de souveraineté. Un indice mensuel mesurant la part de production nationale dans les besoins essentiels, nourriture, énergie, santé. Quand cet indice dépassera 0,8, le pays pourra déclarer son indépendance économique réelle. Enfin, former la relève. Dans chaque région, des écoles de dignité, modules gratuits de gestion, d'économie et d'histoire africaine. Un peuple éduqué comprend mieux le prix de son indépendance. Ces 5 axes constituent une feuille de route, non pas révolutionnaire, mais rationnelle. Ils relient les idéaux du discours aux mécanismes de l'État. Et si le monde attend que le temps efface la ferveur, Ibrahim Traoré parie sur la mémoire collective, celle qui transforme les slogans en institutions. La scène revient à l'esprit. Un homme debout, 12 pages pliées dans la main. Dans ce geste, tout un siècle d'histoire s'inverse. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié une institution, il a rendu au mot Afrique sa gravité perdue. Le souvenir du podium new-yorkais est devenu un symbole qu'on s'échange comme une amulette. Dans les ruelles de Bobo Dioulasso, des jeunes peignent sur les murs. Nous avons levé la tête. Dans les capitales voisines, on cite sa phrase comme une prière civile. La fierté circule plus vite que les capitaux. Et tandis que les puissants calculent les coûts, les peuples mesurent autre chose.
le poids du respect. Le discours du capitaine restera peut-être un moment isolé, ou bien le premier chapitre d'une ère nouvelle. Mais il aura prouvé une vérité simple, que la dignité peut survivre sans budget, et qu'un mot dit au bon moment vaut plus qu'1 milliard promis. Le silence retombé à New York résonne encore à Ouagadougou, et dans ce silence, l'Afrique respire. 3 heures, 12 pages refusées, 43 nations unies. L'histoire retiendra ces chiffres, mais l'essentiel se joue ailleurs, dans la façon dont chacun les fera vivre. Ibrahim Traoré a planté une idée, pas une statue. Il appartient désormais à chaque citoyen, à chaque diaspora, de la nourrir. Car la souveraineté n'est pas un décret, c'est une habitude. Elle se construit dans la gestion des marchés, dans l'éducation des enfants, dans la parole qu'on ose tenir sans permission. Le discours du capitaine n'a pas clos un chapitre. Il a ouvert une responsabilité collective. Alors, avant que la poussière ne retombe, il faut choisir. Répéter ou prolonger. Accepter le récit imposé ou écrire le sien. Le monde observe, les puissances calculent, mais rien n'empêche une conscience de grandir. Et vous, que feriez-vous face à 12 pages d'ordre à lire? Les plieriez-vous aussi pour parler enfin en votre nom?